Que se passe-t-il lorsque des égos d'1 million de dollars, des comptes de dépenses en studio sans fond et le secret de l'époque de la prohibition se heurtent derrière les portes des manoirs? À l'âge d'or de Hollywood, les fêtes n'étaient pas seulement des appels mondains. Elles étaient des cocottes minutes ou des carrières, des réputations et parfois des vies explosaient du jour au lendemain. Aujourd'hui, nous franchissons des portes dorées et montons sur les ponts de yachts en balancement pour revisiter 17 fêtes légendaires. Les réjouissances à la cachette de Beverly Hills de Charlie Chaplin. À 53 ans, Charlie Chaplin a acheté un manoir isolé sur Summit Drive et a installé une salle de projection de 35 places, une salle de billard et une cave à vin verrouillée remplie de Bourgogne d'avant la Prohibition. Les invitations arrivaient par Western Union, codées comme des séances de tennis, bien que la propriété n'ait pas de cours. Entre 1942 et 1944, le chroniqueur Walter Winchell a dénombré 18 rassemblements nocturnes là-bas. La relation de Chaplin avec Ona O'Neill, 18 ans, a déclenché une surveillance du FBI. G. Edgar Hoover a collecté 2000 pages de rapports, y compris des listes d'invités comprenant des actrices à peine majeures. En juin 1943, l'aspirante star, Joan Barry, a fait irruption à une fête en brandissant un revolver 32, accusant Chaplin de paternité. Il l'a désarmé et a proposé le dîner. Un test sanguin a ensuite prouvé qu'il n'était pas le père. Mais la loi californienne a jugé de telles preuves irrecevables. Le jury a ordonné à Chaplin de payer 75 $ par semaine pour la pension alimentaire, alimentant des manchettes qui confondèrent ses soirées avec la prédation. Les studios, craignant un boycott dans l'Amérique en temps de guerre, ont réduit la publicité pour M. Verdoux de Chaplin de 40%. Hoover a tenté de déporter Chaplin en vertu du Mann Act pour transport de femmes entre les États, mais les procureurs manquèrent de preuves. Chaplin a navigué vers Londres en 1952 pour la première de Limelight et a été interdit de retour. Sa propriété de Summit Drive a été vendue à une perte de 60 000 $. Les réunions, autrefois remplies de débats politiques et de sessions musicales de quatuors à cordes, sont devenues la preuve principale dans une campagne qui a qualifié le plus grand vagabond du cinéma de libertin, le plus dangereux d'Hollywood. La fête à l'hôtel St. Francis de Roscoe Fatty Arbuckle. Week-end de la fête du travail, 1921. Arbuckle, le comédien de cinéma le mieux payé avec 1 million de dollars par an, a réservé 3 suites adjacentes au 12e étage du St. Francis Hotel de San Francisco. Pendant 2 jours, les porteurs ont livré 40 litres de whisky de contrebande malgré la prohibition nationale, et au moins 25 invités ont circulé entre les chambres 12, 19, 12-20 et 12-20 et 1. L'actrice Virginia Rappe, 26 ans, s'est effondrée après de fortes douleurs abdominales. Elle est morte 4 jours plus tard de péritonite causée par une vessie rompue. Le procureur de district Matthew Brady, visant le poste de gouverneur, a accusé Arbuckle de viol et d'homicide involontaire, citant l'affidavit du témoin Maud Delmont, disant que Roscoe l'a fait. Les studios ont instantanément retiré tous les films d'Arbuckle. Paramount a perdu environ 2 millions de dollars en réservation en une semaine. 3 procès sensationnels suivirent. Les 2 premiers se terminèrent par des jurys divisés. Le 3e, en avril 1922, acquitta Arbuckle en 6 minutes, dont 5 passés à rédiger une rare excuse. Nous estimons qu'une grave injustice a été commise. Pourtant, le dommage persista. Will Hayes, nouveau chef des producteurs et distributeurs de films d'Amérique, a interdit Arbuckle à l'écran pendant 11 mois. Les exploitants de salles l'ont refusé pendant une décennie. Sa fortune de 3 millions de dollars a fondu pour couvrir les frais juridiques et des travaux d'écriture clandestins sous le pseudonyme de William Goodrich. La fête d'Arbuckle, censée célébrer un nouveau contrat de 3 films, a au lieu de cela déclenché la première véritable crise de moralité d'Hollywood et donné naissance au code d'autocensure de l'industrie. La victoire de Judy Garland à la MGM est faite. À 16 ans, Judy Garland a terminé Le Magicien d'Oz et est entrée dans un système de studio qui récompensait le succès au box-office avec des amphétamines le jour et Seconal la nuit. Le publiciste de MGM, Howard Strickling, a inventé le terme « fête de la victoire » pour les rassemblements après première chez Chasen's ou dans la salle de répétition Lot 2 du studio. Entre 1939 et 1945, les registres de paie montrent que Garland a assisté à 47 de ces événements, chacun coûtant en moyenne 4 200 $ en restauration, soit l'équivalent de 70 000 $ aujourd'hui. Les menus proposaient tri,
Des gens buvaient des Singapore Slings, rares en période de rationnement de guerre, tandis qu'un médecin du personnel administrait des vitamines pour que les artistes puissent se mélanger malgré des horaires exténuants. Le poids de Garland était contractuellement limité à 98 livres. La chef de la garde-robe, Erin Lentz, enregistrait les pesées hebdomadaires, et lorsque Garland fluctuait, Strickling organisait des fêtes de célébration approvisionnées en dexédrine pour réduire l'appétit. En juillet 1947, après un tournage de 20 heures sur The Pirate, Garland s'est évanoui lors d'une fête sur le toit au Hollywood Athletic Club, entraînant une suspension de 7 semaines sans salaire. Les dirigeants du studio ont imputé cela à une instabilité émotionnelle, plutôt qu'aux 18 comprimés de benzédrine prescrits cette semaine-là. En 1950, les notes de bar de Garland s'élevaient en moyenne à $500 par nuit chez Heroes, ce qui poussa son mari, Vincent Minnelli, à demander une séparation, en invoquant une cruauté mentale extrême aggravée par les narcotiques. Les fêtes de Garland n'étaient pas seulement des indulgences. Elles étaient des soupapes de pression institutionnelle, financées et programmées par MGM elle-même, prouvant que dans le Hollywood de l'âge d'or, la célébration et l'exploitation partageaient souvent les feux de la rampe. Les Aka Revelries d'Errol Flynn. Lorsque Errol Flynn a acheté la goélette de 118 pieds, Zaka, pour $50 000 en 1937, il a effectivement acheté un royaume flottant au-delà des chaperons de studio et de la juridiction du LAPD. Enregistré au Panama, le yacht pouvait mouiller à 3 miles de Catalina, en eaux internationales, où la loi californienne sur l'âge de consentement s'arrêtait à la côte. Flynn approvisionnait chaque voyage avec 200 bouteilles de Moët et Chandon, 30 caisses de rhum cubain et un écran de projection pour visionner des rushs des aventures de Robin des Bois. Le publiciste de studio, Jerry Wald, a compté au moins 100 invités entre les tournages, y compris Beverly Adland, âgé de 15 ans, dont la relation avec Flynn a ensuite alimenté une enquête pour viol statutaire en 1959. En octobre 1942, Flynn fut inculpé de 2 chefs d'accusation de relations sexuelles illégales avec Betty Hansen, 17 ans, et Peggy Satterlee, 16 ans. Les deux avaient assisté à des fêtes sur le Zaka. Il a été acquitté des charges après que l'avocat de la défense, Jerry Gisler, a discrédité le témoignage de Satterlee avec des incohérences dans le registre de l'hôtel. Néanmoins, l'expression « in like Flynn » est entrée dans l'argot naval pour désigner la séduction sans effort. Warner Brothers a augmenté la prime d'assurance de Flynn sur le plateau de 25% et a affecté des gardes ex-Pinkerton au quai chaque fois que le Zaka accostait dans le port de Los Angeles. En 1952, des salaires impayés de l'équipage ont conduit les autorités panaméennes à saisir le navire. Flynn la racheta en 1953 pour des arriérés d'impôts et navigua vers Majorque, où le yacht devint un salon de jeu pour les aristocrates expatriés. Ces soirées en mer mêlaient le mythe de l'aventure à des périls juridiques très réels, liant à jamais l'héritage de Flynn à la marée imprudente, Clara Bow et les rumeurs de l'équipe de football de l'USC. Clara Bow, la première hit girl, a loué un manoir de style espagnol sur Clubview Drive en 1929, à seulement 3 km du Coliseum de l'Université de Californie du Sud. En quelques mois, le chroniqueur de Photoplay, Sidney Skolsky, a affirmé que Bow organisait des fêtes où 10 joueurs des Trojans à la fois se déhanchaient nus dans sa piscine en marbre. Aucun participant n'a jamais confirmé l'histoire. Pourtant, le Los Angeles Examiner de Hearst l'a réimprimé, ajoutant des détails non vérifiés. Champagne de contrebande de Tijuana, guépards en cage sur la pelouse, et une mise de poker de $1000 par main. Les comptables du studio paniquaient. Les films de Bow ont rapporté $2 500 000 en 1930, mais les exploitants ruraux menaçaient de boycotter. Paramount a envoyé un détective privé, Eddie Mannix, qui a suivi Bow pendant 6 semaines et n'a trouvé aucun joueur de football, seulement des parties de poker tard dans la nuit avec l'acteur Gilbert Roland. Néanmoins, la rumeur s'est propagée. En 1931, 14 journaux ont allégué que Bow avait couché avec tous les titulaires et l'équipe alignée. Le manager de Bow, B.P. Schulberg, a intenté un procès en diffamation de $500 000 contre The Coast Reporter. Le journal a fait faillite avant le procès. L'anxiété de Bow a culminé pendant des vacances à Tahoe, où elle aurait perdu $13 000 en une nuit à la roulette, criant « C'est mieux que de garder les Troyens ». Le scandale a coïncidé avec l'arrivée du cinéma parlant. L'accent de Brooklyn de Bow a été mal reçu, et Paramount a refusé de renouveler son contrat. Elle a pris sa retraite à 28 ans
avec 500 dollars, 1000 dollars économisés. Preuve qu'une rumeur répétée suffisamment peut surpasser toute réalité. Les nuits de vérification de la porte de Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead, sirène de la Seine, née en Alabama, a loué des penthhouses adjacents au Regency Plaza, sur la Ciénaga, installant des rideaux en velours rouge et un panneau indiquant « Laissez votre morale à la porte. Vérifiez votre ticket de réclamation au retour ». Entre 1932 et 1940, les registres de l'hôtel enregistrent 312 rassemblements sous son nom, chacun comptant en moyenne 60 invités et 15 cartons de cigarettes turques. La marijuana, alors classée sous la loi sur les poisons de Californie, apparaissait dans les registres de la vice-police de Los Angeles comme T, et la suite de Bankhead fut perquisitionnée 2 fois, en 1936 et 1938, sans aucune arrestation grâce à l'intervention du procureur de district Buren Fitz. Bankhead accueillait apparemment les nouveaux venus avec la phrase « Chérie, je suis pur comme la neige fondue ». Un soir célèbre, en 1937, Bankhead, l'écrivain Dorothy Parker et l'acteur John Emery se baignèrent nus dans la piscine sur le toit, tandis que le dramaturge Tennessee Williams, encore inconnu, récitait les premières pages de Battle of Angels. Les dirigeants de studio toléraient les frasques parce que le film de Bankhead de 1932, Devil in the Deep, a rapporté 650 000 $ pour un budget de 400 000 $, et l'attraction de son spectacle sur scène atteignait presque 90% de capacité à l'échelle nationale. Après la Seconde Guerre mondiale, le sénateur Harry Anslinger, croisé anti-drogue, a nommé Bankhead, dans une note secrète, comme étant une consommatrice persistante de marijuana influençant les jeunes. Cependant, aucune accusation n'a émergé. En 1948, sa réputation de vie dure a éclipsé les ventes de billets. Elle se retira à Broadway, laissant derrière elle des récits de fêtes où nudité, poésie et politique se mêlaient comme de la fumée, s'élevant vers les collines de Hollywood. Les orgies du Cahuenga Pass de Barbara Payton. La star montante Barbara Payton a acheté une maison de Still Ranch près de Cahuenga Pass, après Kiss Tomorrow. L'adieu lui a valu un contrat de 10 000 $ par semaine avec Warner Brothers. Elle a célébré avec des fêtes portes ouvertes. Littéralement. Payton a enlevé la porte d'entrée, affirmant « Les portes arrêtent le plaisir ». Les registres d'incidents du LAPD listent 38 plaintes pour bruit en 30 mois. Son triangle amoureux avec l'acteur Franchot Tone et le boxeur Tom Neal est devenu violent le 14 septembre 1951. Neal est arrivé à 3 heures du matin, a trouvé Tone à l'intérieur et l'a battu jusqu'à l'inconscience, lui fracturant la pommette et le laissant dans le coma pendant 4 jours. Les journaux ont affiché des photos du visage contusionné de Tone. Le Q-score de Payton a chuté de 37% en une semaine. Warner Brothers a résilié son contrat, invoquant la clause de moralité. Imperturbable, Payton a facturé 50 $ l'entrée des soirées suivantes, en faisant de la publicité via des serviettes de bar chez Musso & Franks. Les invités remarquaient de l'héroïne échangée ouvertement contre de l'argent dans la cuisine, et une roue de roulette remplaçant la table à manger. En 1953, les frais juridiques et les dettes de jeu de Payton dépassaient 100 000 $. Elle a mis en gage son manteau de vison pour 300 $ et vendu des photos exclusives de soirées au magazine Confidential pour 1 000 $, se mettant ainsi effectivement sur liste noire. Sa maison a été saisie en 1954, mettant fin à une époque où l'invitation la plus prisée d'Hollywood est devenue l'adresse la plus sinistre en guise d'avertissement à Hollywood. Les mascarades à la maison de plage de Marion Davies à Santa Monica. Hearst Castle attirait la presse. La maison de plage géorgienne de 110 pièces de Marion Davies sur la Pacific Coast Highway attirait des stars qui ne voulaient rien. À partir de 1930, Davies a organisé des mascarades mensuelles limitées à 200 personnes, invitées. La participation exigeait 2 conditions. Arriver masqué, partir en silence. Les traiteurs ont documenté 3000 huîtres, 1500 œufs de caille et 1200 bouteilles de Dom Pérignon consommées lors d'un réveillon du Nouvel An. 1935. Fred Astaire faisait des claquettes sur un bar en miroir. Joan Crawford, déguisé en pirate, distribuait le blackjack dans la bibliothèque. Le chef de la sécurité de Hearst, Elbert Berghoff, plaçait des gardes tous les 50 pieds le long du rivage pour s'assurer que les photographes restaient sur le sable public. Une note de service de la police de Santa Monica de 1934 a mentionné des rumeurs persistantes, mais non fondées, de pipes à opium et de baignades nues. Pourtant, la station a reçu un don communautaire de 10 000 $ quelques jours plus tard et a fermé le dossier.
Pendant les exercices de blackout de la Seconde Guerre mondiale, Davies a équipé un manoir avec du papier cellophane rouge sur les fenêtres, créant une lueur surréaliste que les voisins comparaient à un navire en feu. Lorsque les finances de Hearst ont vacillé en 1941, la maison de plage coûtait 50 000 $ par mois à entretenir. Davis a payé avec ses revenus de Metro-Goldwyn-Mayer jusqu'à ce qu'elle vende à Joseph Brown en 1945. Aujourd'hui, l'Annenberg Community Beach House se dresse sur le site. Sa piscine familiale paisible ne trahit aucun indice des fêtards masqués qui portaient autrefois un toast à la lune. Les soirées du Flamingo de Bugsy Siegel et de Beverly Hills. Benjamin, Bugsy. Siegel, ayant récemment investi dans l'hôtel Flamingo, invita l'élite d'Hollywood à des avant-premières dans son manoir du 810 North Linden Drive. L'acteur George Raft servait de maître d'hôtel officieux, guidant des invités comme Clark Gable et Lana Turner devant le bar en quartz rose à 50 000 $, importé du Brésil. La facture d'alcool d'une nuit typique atteignait 5 000 $ payés en jetons de casino. Le chef de la police de Los Angeles, Clément Zoral, a accepté des bons Flamingo d'une valeur de 10 000 $ pour des recherches de vacances, gelant ainsi effectivement la surveillance policière. Le 26 décembre 1946, Siegel a ouvert le Flamingo avec 600 invités d'Hollywood. La pluie a trempé la peste dans le désert, clouant au sol les avions, et l'hôtel a perdu 300 000 $ la première semaine. Siegel est retourné à Beverly Hills furieux, organisant une fête où il aurait brisé des lustres baccarat d'une valeur de 20 000 $. Le conseil du gang de Los Angeles s'est réuni au Mocambo Nightclub et a donné à Siegel 6 mois pour se redresser. Au lieu de cela, les profits du Flamingo traînaient. En juin 1947, les auditeurs ont montré un déficit de 250 000 $ attribué à des suites luxueuses offertes à des amis du cinéma. Le 20 juin, alors qu'il lisait le Los Angeles Times dans le salon de sa maison sur Linden Drive, Siegel a été abattu 9 fois avec une carabine M1 à travers la fenêtre. La nuit suivante, les tables de casino du Flamingo ont fonctionné sans interruption. Un témoignage que le glamour d'Hollywood ne pouvait surpasser la comptabilité de la mafia. Les disputes à l'hôtel entre Ava Gardner et Frank Sinatra. Lorsque le crooner Frank Sinatra a divorcé de Nancy Barbato et épousé Ava Gardner en 1951, les chroniqueurs les ont surnommés les Glamazones de l'autodestruction. Leur champ de bataille préféré, le bungalow numéro 4 de l'hôtel Beverly Hills. Les registres de la direction révèlent 27 plaintes pour bruit en 6 ans. L'une impliquait un vase Lalique cassé, estimé à 3 000 $. En 1953, pendant la pause du tournage de Mogambo de Gardner, ils ont organisé une fête où Sinatra, 12, le Flamingo de Bugsy Siegel et les mixeurs de Beverly Hills. Benjamin Bugsy Siegel a acheté la villa en stuc au 810 North Linden Drive en 1942 pour 65 000 $ en espèces, puis a dépensé encore 50 000 $ pour importer un bar en quartz rose de Bahia, Brésil. Chaque dalle pesait 900 livres et devait être hissée par une fenêtre du 2e étage. Les célébrités de la liste A d'Hollywood défilèrent pour des avant-premières nocturnes de son rêve dans le désert, le Flamingo Hotel, encore à moitié terminé à l'extérieur de Las Vegas. L'acteur George Raft, un vieil ami de Brooklyn, jouait le rôle de maître d'hôtel, guidant Clark Gable, Lana Turner et le directeur de studio Jack Warner, au-delà de vases remplis de jetons de casino de 100 $, la version de Siegel des cadeaux de fête. L'addition du bar pour une seule soirée atteignait souvent 5 000 $, tous réglés avec ses disques roses. Siegel graissait la patte des autorités municipales tout aussi librement. Le chef de la police de Los Angeles, Clément Zoral, empochait des bons de vacances pour le Flamingo d'une valeur de 10 000 $, neutralisant efficacement les descentes de la brigade des mœurs. Lorsque l'hôtel a ouvert le 26 décembre 1946, 600 invités d'Hollywood. Count Basie, réservé à 3 500 $ la nuit. Une pluie torrentielle a transformé l'aérodrome du désert en boue, clouant au sol les avions et vidant les tables de baccarat. Le Flamingo a perdu 300 000 $ sa première semaine. À Beverly Hills, Siegel a lancé des lustres baccarat valant 20 000 $ contre son bar en quartz rose, hurlant que les électriciens avaient câblé la chance à l'envers. Les comptables de la mafia n'étaient pas amusés. Le conseil de Los Angeles s'est réuni au Mocambo, lui donnant 6 mois pour montrer de l'encre noire. En juin 1947, les livres montraient encore un déficit de 250 000 $, dont une grande partie était due aux suites gratuites pour les amis du cinéma et au poker à 1 000 $ la main dans la suite 200.
Le 20 juin 1947, alors que Siegel lisait le Los Angeles Times à côté d'une fenêtre ouverte. Un fusil M1 a tiré 9 coups à travers le verre. Les potins de Hollywood tournaient, mais le Flamingos Casino n'a jamais fermé, rappelant que le glamour néon durait seulement tant que la patience de la mafia. Les disputes à l'hôtel d'Ava Gardner et Frank Sinatra. Quand Frank Sinatra a finalisé son divorce de Nancy Barbato en octobre 1951, il a réservé le bungalow 4 à l'hôtel Beverly Hills pour $1000 par mois et a emménagé avec Ava Gardner, Atomic Redhead, de MGM. Les chroniqueurs les ont surnommés les Glamazones de l'autodestruction. Les registres de gestion entre 1951 et 1957 mentionnent 27 plaintes pour bruit, vase Lalique brisé, tapis persan brûlé, et un trou de la taille d'un poing dans un évier de salle de bain en quartz rose. Leur fête se transformait en zone de combat. Pendant l'interruption de Gardner sur Mogambo, en 1953, Sinatra a mis son nouveau single Capitol, I'm Walking Behind You, a tourné 42 fois de suite. Gardner a lancé le vinyle comme un frisbee, coupant la joue de Sinatra. Le maquilleur Wally Westmore a tamponné l'entaille avant les reshoots de From Here to Eternity. La cicatrice est visible à l'image 1742 si vous figez le Blu-ray. L'Oscar de Sinatra pour ce film a élevé la mise. Il a réservé la salle de bal Crystal de l'hôtel, commandé une tour de 100 bouteilles de Moet et facturé à Columbia Pictures. Gardner est parti, s'étant envolé pour Madrid pour The Barefoot Contessa. Sinatra a affrété un clipper de Pan Am avec 6 amis et 30 caisses de Jack Daniels, atterrissant à l'improviste à Barajas. Les tabloïds espagnols ont capturé leur dispute sur le balcon. Il a brisé une guitare de $400. Elle a lancé un collier de perles de $2000 dans le Manzanares. De retour à Los Angeles, leur note nocturne s'élevait en moyenne à $1200 et en 1957, le comptable de Sinatra comptabilisait $250 000 de dégâts matériels à travers 3 continents. Les directeurs d'hôtel exigeaient des dépôts en espèces avant de remettre les clés. Ils se sont séparés en octobre. Aucun décret de divorce ne pouvait effacer la légende de ces 2 supernovas, dont le langage amoureux était à part égale chansons de feu et verres brisés, résonnant dans les couloirs en plâtre rose, bien après l'extinction des lumières du minibar. Son nouveau single de Capitol Records a tourné 42 fois. Gardner a lancé le disque 45 tours comme un frisbee, blessant la joue de Sinatra. Les maquilleurs du studio ont dissimulé l'entaille lors des reshoots de Tant qu'il y aura des hommes. Le succès remporté par le film aux Oscars a enhardi Sinatra. Il a réservé une tour de 100 bouteilles de champagne pour une fête de fin de tournage, mais a constaté que Gardner était absente. Elle s'était envolée pour Madrid pour tourner The Barefoot Contessa. Sinatra a affrété un Pan Am Clipper, arrivant à l'improviste avec 6 amis et 30 caisses de Jack Daniels. Les tabloïds espagnols ont capturé leur dispute sur le balcon. Sinatra aurait fracassé une guitare. Gardner aurait réagi en jetant un collier de perles dans la rivière Manzanares. Leur facture d'hôtel atteignait en moyenne $1200 par nuit. Et en 1957, le comptable de Sinatra estimait les dégâts matériels à $250 000. Ils se sont séparés cette année-là, mais la légende de leur soirée combustible est devenue un raccourci pour des histoires d'amour, alimentées par des parts égales de gin et de jalousie. Salon de l'appartement de Mae West au Ravenswood. Le Sky Salon de Mae West, perché à 120 pieds au-dessus de Rossmore Avenue, couvrant tout le 10e étage des Ravenswood Apartments de style Art Déco de 1930. 12 pièces qu'elle a transformées en ce que la chroniqueuse Florabelle Muir appelait un speakeasy pour l'âme. En 1936, West a payé $175 000 en espèces, arraché des murs intérieurs, installé des plafonds en miroir, des tapis Axminster à imprimer léopard, et un élévateur hydraulique de scène qui pouvait mettre au jour son piano à queue d'une simple pression sur un bouton. Des invitations embossées avec des lèvres rouges et la phrase « Venez me voir à minuit pile » est allée à ce qu'elle appelait « hors-la-loi créatif », des hommes principaux cachés, des illusionnistes en travestis fraîchement sortis de la Jewel Box Revue, la romancière Mercedes de Acosta et le champion de boxe William Gorilla Jones, que West présentait comme « mon garde du corps, partenaire d'entraînement et occasionnellement mon cavalier ». Les salons ouvraient toujours à minuit, une pour esquiver les escouades morales des studios. Rideaux tirés,
West récitait des passages grivois de sa pièce interdite de 1926, Sex, tandis que le pianiste Stride, Willie the Lion Smith, improvisait Ain't Misbehavin'. Le vice-capitaine A.L. Jensen, du LAPD, stationnait des hommes en civil dans le hall 2 fois par mois. Mais l'avocat de West, la légende du tribunal Jerry Geisler, les accueillait avec des menaces de poursuite pour entrée illégale, appuyé par la plainte pour droits civiques de 1937 de West en instance contre la ville. Un mois de février 1940, lors d'un rassemblement, le chorégraphe Hermes Penn apprenait les pas de Jitterbug à Cary Grant. Louella Parsons l'a transformé en répétition folle de Cary, augmentant les ventes de billets pour le film de West, My Little Chickadee, de 18% cette semaine-là. Le registre domestique de West révèle une dépense annuelle de 18 000 $ pour le champagne pommerie servi aux invités, tandis qu'elle-même ne sirotait que de la crème soda à travers une paille plaquée or. Pendant 18 ans et environ 500 salons, son appartement est devenu un refuge clandestin LGBTQ bien avant Stonewall, un espace où le travestissement et les doubles sens prospéraient au-delà de la portée du code de production. Quand West a déménagé dans sa maison de plage à Santa Monica en 1954, les locataires restants ont signé une pétition pour garder sa plaque en laiton sur la porte, un hommage silencieux aux nuits où la libération passait devant les censeurs sur un rire incrusté de strass. Photo de Jayne Mansfield à l'église de Satan. Bien qu'après l'âge d'or, le spectacle commença dans un manoir de Bel Air anciennement possédé par Rudy Vallee. Jayne Mansfield, à la recherche de publicité après que Fox ait annulé son contrat, accepta l'invitation d'Anton LaVey à une messe noire diabolique. Les invités ont payé 100 $ chacun, finançant l'église de Satan naissante de LaVey. Un baphomet en papier mâché de 7 pieds dominait la salle de bal. Mansfield a posé en bikini rose à côté d'un autel masculin nu. Les photographes ont pris 200 images. Le magazine Time en a acheté 6, en publiant une. Le manager de Mansfield, Matt Cimber, a calculé que la diffusion a ajouté 12 millions d'impressions médiatiques, mais lui a coûté un rôle potentiel dans A Fine Madness lorsque les dirigeants de Columbia ont rechigné. Des groupes catholiques ont brûlé son effigie à Boston. Mansfield a envoyé une note de remerciement à LaVey, plaisantant « Le diable est dans les détails ». Le mythe de la fête s'assombrit après son accident de voiture mortel en 1967. Des rumeurs prétendaient que LaVey avait maudit son amant, Sam Brody, cette nuit-là. En vérité, les rapports du CHP attribuent l'accident à une semi-remorque enveloppée de brouillard sur l'US 90. Pourtant, la bacchanale de Bel Air perdure comme la plus photogénique des flirtations d'Hollywood avec l'occulte, prouvant que la valeur choc peut survivre même aux 9 vies d'une bombe. L'after party de Marilyn Monroe après le Madison Square Garden. 19 mai 1962, juste avant minuit, les dernières notes de Happy Birthday, Mr. President résonnaient encore dans le Madison Square Garden lorsque Marilyn Monroe a esquivé en coulisses, enfilé un vison blanc sur sa robe transparente de Jean Louis. 2500 cristaux cousus main coûtèrent 12 000 $. Et elle monta dans une Cadillac Fleetwood noire qui l'attendait. Sa destination se trouvait 28 blocs au nord, le duplex penthouse du président d'United Artists, Arthur B. Cream, au 152 East 57th Street, un espace de 5400 pieds carrés, avec un solarium sur le toit et des vues du sol au plafond sur l'East River. La mondaine Bunny Mellon avait rédigé à la main 60 invitations sur du papier épais couleur crème. La liste comprenait un mélange de politique, de presse et de pure célébrité. John et Robert Kennedy, Frank Sinatra, Peter Lawford, Sammy Davis Jr., le chroniqueur Earl Wilson et le chef de bureau de Newsweek Ben Bradley. Le traiteur de crème, Glorious Foods, a mis au frais 144 bouteilles de Dom Pérignon 55, empilé 30 livres de caviar beluga sur de la glace pilée et disposé 1000 canapés ronds, mousse de homard, truffes aux œufs de caille, torchons de foie gras, sur des plateaux en forme de sceau présidentiel. 2 agents de préparation du Secret Service ont passé 1 heure à couvrir les lentilles de l'interphone du foyer, à désactiver le monte-plat et à verrouiller l'ascenseur de service pour contrecarrer les photographes installés sur la 57e. Monroe est arrivé à minuit 22. JFK a suivi 8 minutes plus tard, inscrit dans le carnet de poche de l'agent comme Lancer. Heure d'arrivée 0h30. Des témoins se souviennent que le président a siroté un seul daiquiri avant de se retirer à la bibliothèque avec Bobby pour discuter de la stratégie des élections intermédiaires. Monroe,
perché sur un ottoman à imprimer zèbre, buvait des gimlets de vodka successifs, et se plaignait que Fox l'avait suspendu de Something's Got to Give. Elle a dit à Lawford qu'elle prévoyait de publier le journal un jour, avec tous les noms. Une remarque plus tard capturée dans un mémo du FBI déclassifié en 1985. À 2h01 du matin, le médecin de la Maison-Blanche, George Burge, a noté « Lancé parté, moral bon ». Monroe s'attarda jusqu'à près de 3h20, sortant sous une légère pluie, alors que « In the wee small hours » de Sinatra résonnait du hi-fi. 11 semaines plus tard, elle était morte, et des théories du complot se cristallisèrent autour de ce penthouse, la dernière intersection fugace de Camelot et Hollywood. En 2019, la maison de ville s'est vendue pour 20 millions de dollars. Son hall en marbre est encore réputé résonner du froissement du chiffon incrusté de cristaux et du murmure de secrets jamais officiellement archivés. Lequel de ces 17 scandales de fêtes notoires vous a le plus choqué? N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.